Salut à tous les amis, c'est Akun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder des histoires comme vous avez l'habitude qui vont vous créer des petits frissons sur la peau. Ces histoires que vous aimez tant. Alors là, histoire vraie, histoire fausse, légende. Alors peu importe, mais c'est des histoires plutôt creepy. Mystère, horreur, tous les ingrédients qu'on aime. Donc les amis, sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires, ma foi, très creepy. Dans cette histoire, on va directement à Mexico, dans une petite ville qui compte moins de 500 habitants. Le genre de ville typiquement où tous les habitants se connaissent entre eux et où les rumeurs vont bon train, on sait que telle personne a fait ça, que telle personne a fait ça. Dans cette ville vivaient deux jeunes garçons qui étaient jumeaux. Leur mère ne les éduquait pas très bien, du coup ils étaient assez irrespectueux. Ils parlaient mal aux autres habitants, ils faisaient plein de bêtises. Vous voyez un petit peu le genre. D'ailleurs, de par leur comportement, ils avaient hérité d'un surnom, un surnom qui en dit long, le surnom des jumeaux du mal. De quoi poser carrément le contexte. On te dit tu connais les jumeaux du mal, directement tu te dis non, j'ai pas envie de les connaître. Tout ce qui leur arrivait, ils le transformaient en quelque chose de mauvais. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres de choses très malsaines qu'ils ont pu faire, ils sont suspectés par l'ensemble de la ville d'avoir tué des chiens et des chats comme ça, et la police n'a jamais réussi à les prendre sur le fait de dire c'est vous qui les avez tués, vous êtes punis. Tout de suite quand on touche aux animaux, on déteste les personnes. Et c'est bien normal. Un dimanche, un vieil homme est mort dans sa maison. Pendant que le prêtre et les employés des pompes funèbres attendaient à l'extérieur de la maison du vieil homme que le van pour transporter le cercueil arrive, les deux jeunes jumeaux se sont infiltrés dans la maison par une fenêtre à l'arrière qui avait été laissée ouverte. Ils ont vu le corps, qui était visible, et ils ont voulu du coup s'approcher un peu plus près pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Les deux jumeaux s'en fichaient totalement de manquer de respect aux défunts. Ils ont donc commencé à jouer autour du corps. Un des garçons s'amusait à bouger la bouche du vieil homme décédé comme une marionnette, pendant que l'autre s'amusait à lui piquer les yeux avec un bâton. On en est là, on en est à ce niveau-là de malsainité effectivement. Pendant qu'ils étaient en train de jouer, encore une fois de manière très malsaine, ils ont entendu des bruits de pas. C'était les personnes qui attendaient à l'extérieur qui revenaient, et du coup les deux jeunes garçons avaient peur de se faire choper, parce que là s'ils étaient là sur les lieux, ils étaient foutus, ils n'avaient rien à faire là. Ils ont mis le corps dans le cercueil, parce qu'ils l'avaient enlevé de là de base, effectivement, je vous l'ai dit, ils sont très malsains ces gamins. Et après ils voulaient se cacher, chercher quelque part dans la pièce où ils pouvaient se rendre, mais il n'y avait pas de placard, il n'y avait rien du tout. Du coup, ils n'avaient aucune cachette, ils allaient être pris sur le fait à ce moment-là. Le prêtre a ouvert la porte, et très rapidement les enfants ont décidé de sauter dans le cercueil, et de le refermer pour se cacher justement dans le cercueil. Ils sont donc dans un cercueil, avec un vieil homme décédé. Tu sens que ça commence un peu à partir en cacahuète. Et du coup, le prêtre ne les a pas vus, et avec les hommes des pompes funèbres, ils ont porté le cercueil et l'ont mis dans le van dans le corbillard. Le cercueil a été amené au lieu où avaient lieu les funérailles du vieil homme, et les personnes qui ont porté le cercueil, qui étaient habituées normalement à ce genre de choses, trouvaient que le poids était un peu plus élevé que d'habitude, mais ça n'a pas non plus attiré leur attention plus que ça. Ils se sont dit, bah tiens, c'est bizarre, mais c'est tout. Personne n'a remarqué que les jumeaux étaient absents et étaient dans le cercueil. Le cercueil commençait à être plongé dans le trou où il allait reposer pour l'éternité, dans le cimetière, quand la mère des deux jeunes garçons est apparue aux funérailles, demandant à toute l'assemblée si elle n'avait pas vu ses deux jeunes enfants. Les funérailles ont été interrompues et du coup tout le monde était parti à la recherche des enfants sans pour autant les trouver. Les personnes qui avaient porté le cercueil repensent justement au poids un peu inhabituel qu'ils avaient remarqué en portant le cercueil et ils se disent peut-être qu'ils sont là-dedans, qui sait. Le cercueil a été ressorti du trou où il avait été mis précédemment et il a ensuite été ouvert. Et là, à l'intérieur, ils ont fait face à un spectacle des plus surprenants mais surtout des plus effrayants. Ils ont trouvé à l'intérieur les corps sans vie de deux jeunes garçons qui étaient sur le corps du vieil homme décédé. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les mains du défunt étaient chacune sur une gorge de chaque garçon. Et les garçons, après autopsie, ont été déclarés comme morts par étranglement. L'histoire s'arrête ici, et là, ce qu'on pourrait se dire de base, c'est que le corps s'est réanimé pour étrangler les deux jeunes garçons qui lui ont manqué de respect. Et je pense qu'en fait, il y a une morale un peu à cette histoire, c'est ne plaisantons pas avec la mort. Tout simplement. Évidemment, cette histoire, c'est une histoire fictive, je pense, mais en tout cas, ça fait quand même assez peur. Je trouve de te dire que si tu manques de respect à un défunt, bah potentiellement, il peut venir te flinguer derrière. De toute façon, moi, c'est quelque chose personnellement qui ne me viendrait jamais à l'esprit. J'espère que vous aussi, en tout cas, restons respectueux, comme ça, on est sûr et certain que rien ne nous arrivera derrière. En tout cas, je l'espère.
Julia et Géraldine étaient des meilleures amies et elles avaient des personnalités totalement opposées. Julia était très courageuse et presque sans peur, alors que Géraldine, elle, était un peu timide et avait peur de tout. On est à la nuit d'Halloween et les deux jeunes filles dormaient ensemble dans la maison de Géraldine. Elles passaient une petite soirée entre copines. En plus de ça, les parents de Géraldine n'étaient pas là, donc elles se disaient elles avaient toute la night pour faire la fête, elles étaient très contentes. Mais au-delà du fait qu'elles peuvent passer une soirée tranquille à faire ce qu'elles veulent sans l'autorité parentale, en fait, Julia dormait chez Géraldine à chaque fois que les parents de Géraldine étaient absents, parce que Géraldine avait une peur bleue de dormir toute seule la nuit. Bien qu'elle sache qu'il n'y ait aucune raison d'avoir peur en soi. On est donc au début de cette fameuse soirée. La maison de Géraldine était assez grande, un peu en recul par rapport à la route, et du coup Julia est arrivée sur les lieux et a sonné à la porte. Géraldine l'a accueillie, lui a ouvert la porte, elle l'a invitée à rentrer, rien de bien effrayant pour le moment. Les deux jeunes filles se sont mis à l'aise, elles se sont mis en pyjama. Julia portait une magnifique chemise de nuit en soie, qui était un peu rouge, couleur rouge sang, avec un col à fourrure. Géraldine trouvait sa chemise de nuit vraiment magnifique, et elle disait « moi j'aurais bien aimé avoir la même chose ». Les deux jeunes filles ont fait un peu de popcorn et elles se sont mis tranquillement devant la télé et ont regardé un film d'horreur. Une fois le film terminé, Julia était un petit peu fatiguée et Géraldine, elle, était un petit peu terrorisée. On voit les deux personnalités des jeunes filles qui sont vraiment un peu à l'opposé. Les deux jeunes filles ont décidé d'éteindre la télé et d'aller donc se coucher. Pendant qu'elles montaient les escaliers pour se rendre dans la chambre de Géraldine et dormir, elles ont eu l'étrange impression, l'étrange sensation d'être suivies. Sans réfléchir plus longtemps que ça, elles se sont précipitées dans la chambre de Géraldine et ont fermé la porte. Au bout de quelques secondes, elles ont un peu repris leurs esprits, elles se sont regardées et ont rigolé en se disant « on a eu peur pour rien, on vient de regarder un film d'horreur, on s'est fait peur comme ça », donc du coup elles se trouvent un petit peu ridicules entre guillemets, d'avoir eu peur pour peut-être rien du tout. Les deux jeunes filles se couchent et peu de temps après minuit, alors que les filles étaient tranquillement dans leur lit en train de parler de choses et d'autres, tout d'un coup ils ont entendu un bruit. Un bruit qui venait du rez-de-chaussée, comme si quelqu'un était au rez-de-chaussée et marchait. Elles entendent des bruits de pas, et du coup elles s'arrêtent net de parler et se regardent chacune dans le blanc des yeux, se demandant ce qui se passe. Il y avait un silence assez inconfortable. Mais ce silence a été interrompu par un bruit assez particulier, le bruit de quelqu'un qui gratte comme s'il grattait sur un tableau. Vous voyez, c'est un son, ça me fait des frissons, je déteste ce genre de son, ce sort de grincement un peu. Julia s'assoit sur son lit et essaye d'écouter attentivement le son. Géraldine, elle, terrorisée, se cache sous sa couette. Julia dit « c'est juste le chat, je vais descendre pour aller voir ». Géraldine, elle, est terrorisée, n'est pas forcément d'accord avec ce plan d'action. Elle dit donc « n'y va pas, ne me laisse pas seule s'il te plaît Julia ». Julia soupire en disant « arrête de te comporter comme une enfant, quand il se passe quelque chose, même si c'est un truc d'amusant, ça te fait des sueurs froides ». Géraldine continue d'implorer son amie en disant « s'il te plaît ne descends pas, reste avec moi ». Et Julia, essayant quand même de rassurer son amie, dit « si tu as si peur que ça, je sors, je ferme la porte à clé et je garde les clés avec moi. Comme ça, personne ne pourra rentrer dans la chambre. J'espère qu'en bas c'est un cambrioleur, comme ça je pourrais lui faire la peur de sa vie ». Je trouve que Julia a un peu des délires un peu particuliers quand même. Ok, elle est courageuse, mais prudence mon ami. Julia sort du lit, elle trace son chemin dans la pénombre de la chambre jusqu'à la porte, elle sort de la chambre et referme silencieusement la porte. Géraldine, elle qui est restée dans son lit dans la chambre, entend Julia qui ferme la porte à clé, elle entend le loquet qui tourne, et entend dans son oreille, elle entend effectivement Julia qui descend les escaliers. Et là Géraldine va entendre un autre bruit qui ne va pas la rassurer du tout. Elle entend comme le son d'un couteau qui se fait aiguiser. Vous savez le fameux schling, 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 le bruit de métal. Géraldine est dans le noir dans la chambre, elle se cache avec la couverture, elle est vraiment tétanisée, elle veut juste que son ami revienne et lui dise c'est le chat, t'inquiète pas, et elle essaye d'être aussi silencieuse que possible, faire comme si elle n'existait plus. Elle entend uniquement le silence qui trône dans la maison. Elle a envie d'appeler le nom de son ami pour lui demander si tout va bien, mais elle en a trop peur, elle a trop peur qu'il se passe quelque chose. Géraldine attend, ce qui lui semble durer une éternité, et elle va entendre de nouveau un bruit. Elle entend un bruit qui semble se déplacer. Pourquoi elle pense ça? Parce que le son est de plus en plus fort, comme si l'origine de ce son était en train de monter les escaliers, de se rapprocher de la chambre. Et là, le son s'arrête. Mais Géraldine a quand même l'impression d'entendre un bruit venant de juste derrière la porte de sa chambre. Elle entend toujours le fameux bruit là, on ne sait pas trop identifier, le schling, schling, schling. Et là, elle va entendre le son des clés qui s'insèrent dans la serrure et le loquet qui se déverrouille. La porte s'ouvre et Géraldine dit « Julia, est-ce que c'est toi ?» On est dans la pénombre, du coup elle ne voit rien du tout. Elle décide donc de se lever de son lit et d'aller voir se diriger vers la porte. Elle tend les mains devant pour essayer d'éviter de se prendre des murs mais aussi pour toucher son ami et elle sent quelque chose du bout de ses doigts, elle sent de la soie.
Géraldine sourit, elle commence à remonter un peu le tissu jusqu'à arriver au visage, elle sent le col en fourrure, et elle continue, du coup elle commence à s'approcher du visage. Et quand elle s'approche du visage, elle commence à sentir une sensation étonnante, elle sent du mouillé et du chaud. Et là, en continuant son chemin, elle se rend compte qu'il n'y a rien. Il manquait effectivement la tête de Julia. Elle avait dû être sûrement décapitée. Très tôt le lendemain matin, les parents de Géraldine sont retournés chez eux, et ils ont été très choqués du spectacle qui les attendait à leur arrivée. Juste après la porte d'entrée, il y avait une mare de sang, et une traînée de sang qui conduisait jusqu'à l'étage. Les parents se sont précipités pour voir ce que c'était, en suivant cette fameuse trace de sang qui menait jusqu'à la chambre de leur fille, et en arrivant ils sont tombés devant le spectacle le plus détestable qu'ils auraient pu voir. Le corps sans tête de Julia était étendu sur le sol. Les parents ont trouvé Géraldine cachée dans son placard, totalement tremblante, qui murmurait des choses incompréhensibles. Certaines de ses mèches de cheveux avaient viré au blanc. Elle était devenue en fait complètement folle. Plus tard dans la journée, la police a trouvé un homme qui semblait un peu confus, qui marchait sur une route. Il est habillé d'un vêtement blanc, un vêtement d'hôpital, et il avait du sang partout sur lui. Dans sa main, il tenait un couteau encore ensanglanté. Il s'est avéré que cet homme était un fou, un meurtrier, qui s'était échappé d'un asile la nuit passée. Et effectivement, c'était bien le meurtrier de Julia. Mais quelque chose d'ironique va clôturer cette histoire, c'est que Géraldine, étant devenue totalement folle, a été envoyée dans un asile. Le même asile où se trouve cet homme, et où elle est censée passer le reste de sa vie. Un peu chaud. Après on ne sait pas dans l'histoire si elle a vu son visage ou pas, mais bon, je pense pas que ça va l'aider à aller mieux en tout cas. Les amis, cette histoire plutôt sympathique, n'est-ce pas? Enfin sympathique, on s'entend, hein. Plutôt creepy ça veut dire. Je trouve qu'il y a un bon scénario, je trouve ça plutôt intéressant, je trouve que l'horreur est bien faite, etc. On a les personnalités des personnages, moi je trouve ça plutôt bien comme histoire. En plus elle est pas très longue, tu peux la raconter au coin du feu si t'en as envie, vraiment, c'est clean. Moi je la valide. T'as pas forcément de mystère dans cette histoire, parce que tu sais qui a tué qui, tu sais pourquoi, tu connais le tueur, donc quoi de mieux. J'aime bien ce genre d'histoire parce que t'as un début et t'as une fin, et t'as toutes les réponses dans l'histoire, donc ça c'est cool, c'est validé, c'est le genre d'histoire que j'apprécie à 100%. Les amis, pour clôturer cette vidéo, on va partir sur une histoire particulière, une histoire un peu dégueulasse, ça on va pas se mentir, vous allez vite comprendre pourquoi, et apparemment c'est une légende urbaine japonaise. Il y avait une petite fille qui vivait dans un complexe d'appartements. Un jour elle a dit à sa mère qu'elle allait sortir à l'extérieur pour jouer avec des amis. Mais quelques heures plus tard, problème. La mère descend de l'appartement, va dans l'espace où les enfants ont l'habitude de jouer pour aller chercher sa fille, parce qu'il était l'heure de dîner, mais étonnamment, sa fille est introuvable. Il y avait des enfants qui jouaient, les fameux enfants avec qui la fille devait jouer, et du coup la mère demande à ses enfants s'ils savent où est partie sa fille. Et ses enfants vont lui répondre qu'ils n'ont pas du tout vu sa fille de l'après-midi. Là la mère se dit clairement ce qu'il en est de cette situation, sa fille a disparu. Les parents de la jeune fille disparue ont donc appelé la police, et les ont cherchés dans tout le périmètre autour du complexe d'appartements. Les autres parents qui vivaient dans ce complexe d'appartements ont aussi participé aux recherches, parce qu'ils étaient un peu tous solidaires. Mais malheureusement, à la fin de ces recherches, la jeune fille n'avait toujours pas été retrouvée. 3 mois plus tard, les habitants du complexe d'appartements ont commencé à se plaindre de quelque chose de bien particulier, de l'eau qui émanait de leur robinet. À chaque fois qu'ils se servaient d'un robinet, l'eau avait une odeur particulière. La personne qui gérait le complexe d'appartements commençait à recevoir de plus en plus de plaintes sur le fait qu'il y avait un problème avec l'eau. Et je pense que vous devinez déjà quel est le problème qu'on a. Le manager un peu du complexe d'appartements a donc appelé un expert, un technicien pour qu'il puisse regarder ce qui ne va pas, et du coup le technicien arrive et il va donc voir un peu le réservoir d'eau du complexe d'appartement pour voir s'il n'y aurait pas un problème. Du coup il monte sur le toit, il ouvre le réservoir, il a une sorte de bâton pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait dedans, et il tape sur quelque chose d'assez lourd. Non sans difficulté, il arrive à retirer ce qui est dans le réservoir d'eau, et c'était le corps décomposé de la jeune fille qui avait disparu 3 mois plus tôt. Il y a eu une autopsie faite par la police, et ils ont bien confirmé que c'était bien la fille disparue, et il semblerait qu'en fait, alors ça c'est l'hypothèse que la police a, c'est que la jeune fille jouait sur le toit pendant que le réservoir d'eau était ouvert. À un moment donné, elle serait allée voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, elle serait tombée et se serait noyée. C'est-à-dire ensuite, et c'est là que c'est dégueulasse, que le corps de la jeune fille, une fois qu'elle s'est noyée, est resté dans l'eau pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, les habitants du complexe d'appartements ont bu naturellement l'eau qui s'était mélangée au corps en décomposition de la jeune fille disparue. C'est dégueulasse, il n'y a rien de plus simple.
Alors personnellement, cette histoire me fait énormément penser à l'affaire Elisa Lam, une jeune femme qui était dans un hôtel et on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. On la voit sur des caméras de vidéosurveillance qu'elle regarde quelque chose dans l'ascenseur, qu'elle a l'air assez terrifiée et tout. C'est une affaire un peu non résolue, très mystérieuse, on ne sait pas ce qui s'est passé et cette jeune femme a été retrouvée morte dans un réservoir d'eau également. Je pense pas que je me ferai une vidéo là-dessus parce que, ou sinon ce sera un truc très rapide dans une vidéo avec d'autres sujets parce que c'est une affaire qui a été surexploitée à la télévision et sur YouTube, donc bon, je pense que vous la connaissez forcément. Mais en tout cas, cette histoire m'y a fait énormément penser. C'est une légende urbaine japonaise apparemment. Est-ce qu'elle en a inspiré ou pas? Aucune idée. Mais en tout cas, on a toujours cet aspect assez dégueulasse. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires. Je vous propose qu'on se remette en sécurité tranquillement. On sort de cette atmosphère creepy pour revenir dans un contexte un peu plus chill. Les amis, c'était des histoires bien creepy, bien dérangeantes comme je les aime, dégueulasses un peu moins parce que si je me mets à la place des gens, je me dis que je fais une intoxication alimentaire de malade. Mais bon, j'ai beaucoup aimé ces histoires, j'espère que vous aussi, que vous les avez appréciées dans leur ensemble, qu'elles vous ont mis des petits frissons. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est votre histoire préférée. Je suis assez curieux de savoir. Moi personnellement, si je devais donner mon avis, je pense que l'histoire que je préfère ce serait l'histoire avec Julia et Géraldine. Je pense que c'est mon histoire préférée de ces 3 histoires que je vous ai racontées. Les amis, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!